expérience et, et toute son expérience avec nous. Je rappelle que Yazid est un des anciens du Bénin Business Forum. Il est toujours d'ailleurs. Il est toujours d'ailleurs. Merci d'être avec nous. Je remercie également Malik et son équipe, il faut le préciser, pour tout ce qu'ils font également pour réussir le Bénin Satan. Alors, le Bénin Satan, vous le savez déjà tous, c'est une activité du Bénin Business Forum que nous organisons depuis 9 ans déjà au Bénin et qui a quand même du succès au-delà de nos frontières, donc il faut le préciser. Et donc voilà, on est là pour des questions techniques, on ne va pas trop, trop rester dans les discours. Merci surtout à Yazid, je le reprécise. Malgré ses fonctions, ses occupations, il a quand même trouvé du temps pour nous accompagner. Et merci, bonne session à tous. Je suis Roméo Pintor-Ondi, citoyen de l'écosystème numérique au Bénin. Merci. Merci Malik. Coordonnateur du Bénin DNS Forum. Donc, merci Roméo et merci à tous. Donc, sur ce, Yazid, je te repasse le micro. Donc, nous avons jusqu'à 11 heures donc, pour t'écouter, pour avoir quelques notions autour du DNS et surtout une introduction sur le framework KNDNS. Donc, comme je pense que pour tous les participants, la dernière fois, nous avons fait une session où on leur a précisé exactement ce qu'on fera au cours de... Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont connectés. Je vois qu'il y a un peu moins d'une vingtaine de participants. Donc aujourd'hui, on va parler de DNS, mais essentiellement, on va parler de bonnes pratiques opérationnelles de DNS. Euh, Vous allez certainement vous demander pourquoi on parle de bonnes pratiques, surtout pour un service comme le DNS qui a longtemps été considéré comme un service facile, un service qui n'a pas vraiment besoin d'attention, un service pour lequel, une fois qu'il est installé, ben, on peut l'oublier et passer à autre chose. Ce qui est tout à fait faux. C'est complètement faux. Et malheureusement, je dirais vraiment malheureusement, la place ou le rôle que joue le DNS, donc DNS, c'est le système des noms de domaine, la place que joue ce système des noms de domaine dans le fonctionnement de l'Internet est si critique qu'on ne devrait pas le déployer et l'oublier. Et mieux, on ne devrait pas le déployer en ne respectant pas les bonnes pratiques techniques de déploiement. Il ne s'agit pas juste de le configurer et de voir que ça marche et puis c'est terminé, ça répond, bienvenue, on passe à autre chose. Malheureusement, ce n'est pas prudent pour plusieurs raisons. En fait, quand on parle de DNS, je vais peut-être demander à la classe, est-ce que quelqu'un peut nous dire brièvement c'est quoi le DNS? Qu'est-ce que c'est le système des noms de domaine? Est-ce que quelqu'un peut bien nous en parler, nous dire qu'est-ce qu'il en sait? Bonjour, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. Bonjour. Oui, ok. Le DNS, c'est le process qui permet de changer les adresses IP en nom de domaine afin de faciliter la mémorisation pour les utilisateurs et l'accès rapide aux données. Merci. C'est à peu près ça. Je vais juste peut-être corriger un ou deux aspects dans votre explication. Vous avez dit les adresses IP en nom de domaine. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle le reverse DNS, donc le DNS inverse. D'accord? C'est le DNS inverse. À la base, le DNS direct, qu'on appelle forward DNS,
Oh, je vois que Roméo est dans la salle et qu'il a beaucoup de cadeaux pour nous. Ah, intéressant. Bonjour, président, et merci pour tous les cadeaux. J'espère qu'on va pouvoir tous les rafler avant la fin de la journée. Donc, le DNS direct fait ce que vous avez dit, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire que il va traduire les noms de domaine en adresse IP. Mais pourquoi, en fait, on a besoin de... Est-ce que c'est même un besoin de cette traduction-là? Finalement, est-ce que c'est pas juste quelque chose que les techniciens ont encore créé pour nous mettre la poudre aux yeux? Est-ce que c'est nécessaire, ce DNS-là? J'aime bien quand on discute, donc n'hésitez pas, et comme l'a dit Roméo, ne soyez pas timide, hein. Est-ce qu'on en a besoin? Quelqu'un veut bien essayer de répondre? Moi, je veux bien essayer. Oui, allez-y, Mudashiro. Je pense qu'on en a besoin parce que nos machines comprennent un autre langage que nous ne que nous ne comprenons pas, le langage des Ah, chiffres. ah, intéressant. Et c'est quoi ce langage des chiffres-là? Il y a le langage binaire Oui, qu'on utilise tout le temps. Il y a le langage dans la base 16 aussi, je pense. Il y a plusieurs langages, mais ok. ce sont des langages uniquement avec des chiffres. Des chiffres, ok, ok, Oui. super. Merci pour cette tentative. Vous n'êtes pas loin, mais vous n'êtes pas arrivé. C'est un peu plus spécifique que ça parce que même les noms de domaine là, au final, ils sont aussi traduits en langage, comme vous l'avez dit, binaire ou d'autres. Mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que quelqu'un veut encore essayer une autre tentative de réponse pour nous expliquer si on a vraiment besoin de DNS et si oui, pourquoi? Bon, moi, je peux essayer. Oui, si, mais hein. Et moi, je peux dire que on a vraiment besoin de ça parce que si, par exemple, tu veux consulter, tu as au moins 10 sites préférés que tu D'accord. consultes suivant, tu peux pas garder tous les adresses IP de chaque site dans la tête, tous les noms de Ah, domaine et les adresses de chaque site dans la tête. ok. Donc, les noms de domaine nous facilitent ta tâche et on garde, et soit si tu veux aller sur Facebook, tu tapes juste Facebook au lieu de garder l'adresse dans la tête, l'adresse de Google dans la tête, l'adresse de chaque truc dans la tête. Donc, je vois que, bon, et le nom de domaine nous fait beaucoup de choses. Intéressant. Mais quand tu parles d'adresse, de quelle adresse tu es en train de parler? Bon, l'adresse IP sur laquelle le site est. Et, Ah, super, intéressant. C'est effectivement ça. Et c'est là que toute la problématique réside, en fait. Donc, comme l'avait dit la précédente intervenante, Mouda Chirou, je pense, elle avait tenté d'y arriver. Il avait juste manqué ce détail-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, les machines comprennent un certain langage pour pouvoir s'identifier. Donc, on a besoin d'une identification d'abord. Lorsque plusieurs machines sont connectées au réseau, et utilisent le protocole qu'on appelle TCP/IP, elles ont besoin chacune d'une adresse IP pour pouvoir s'identifier. Et cette adresse IP devrait être unique. D'accord? Donc, quand vous êtes sur Internet, vous êtes censé avoir utilisé une adresse IP unique pour que euh, l'ensemble des plus de 20 milliards de machines qui sont connectées à Internet puissent communiquer avec vous si besoin est. Euh, Si on n'a pas cette unicité des adresses IP, ça va poser un problème. C'est un peu comme sur votre réseau téléphonique. Vous voyez, vous ne vous attendez pas à ce que le réseau attribue le même numéro de téléphone que vous à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Il faut que votre numéro de téléphone soit unique. Mais est-ce que vous êtes capable d'enregistrer dans votre tête
tous les numéros de téléphone de vos clients, de vos partenaires, de vos amis, de vos parents, de vos camarades de classe, etc., etc. C'est juste pas possible, d'accord? Et qu'est-ce qu'on fait? On utilise le répertoire téléphonique pour nous sauver. Donc, le répertoire nous sauve. En ce sens que on va dans le répertoire, on enregistre le numéro de téléphone auquel on va associer un nom, n'est-ce pas? Et c'est ce que le second intervenant a expliqué. Donc, nous, quand on revient aux ordinateurs, nous, on va être facilement, enfin, on va être des utilisateurs qui ne vont pas vraiment se préoccuper des adresses IP, d'accord, qu'utilisent les machines. Nous, on va plutôt garder les noms. Les hommes, vous savez, nous sommes capables de beaucoup de prouesses, mais on n'est pas vraiment fort en la mémorisation des chiffres. On peut mémoriser les noms, d'accord? Et c'est ce qu'on fait. Donc, on va plutôt garder facebook.com, isoc.bj, dnsforum.bj, etc., etc., n'est-ce pas? Mais derrière, il faut que les ordinateurs, enfin, que votre navigateur puisse trouver l'adresse IP du serveur sur lequel chacun de ces domaines-là, enfin, chacun des sites web de ces domaines se trouve. Et c'est pour ça qu'on a besoin de DNS. D'accord? Donc, une chose est d'avoir une connexion Internet excellente de plusieurs gigabits par seconde. Vous pouvez être en 3G, en 4G, en 5G. Vous pouvez avoir de la fibre optique comme une connexion Internet. Peu importe, vous pouvez avoir... Maintenant, il paraît qu'il y a les satellites de... Comment ça s'appelle déjà là? De Elon Musk qui couvre aussi le Bénin, ainsi de suite, etc. Peu importe la qualité de la connexion que vous avez, si quelque part il n'y a pas le système DNS qui est opérationnel, votre connexion ne servira à rien du tout. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il faut qu'on fasse cette translation de nom en adresse IP avant que vous puissiez aboutir à la page web du site que vous souhaitez visiter. Et pour que ce DNS puisse fonctionner convenablement, il y a plusieurs acteurs qui doivent faire leur part du boulot correctement. S'ils ne font pas leur part du boulot correctement, un peu comme l'opérateur téléphonique a la responsabilité, chaque fois que vous avez besoin d'appeler, il a la responsabilité de vous mettre en contact avec votre destinataire et le bon destinataire, n'est-ce pas? Vous ne vous attendez pas à ce que l'opérateur fasse une erreur et vous mette en contact avec quelqu'un que vous ne souhaitez pas en fait contacter, que vous ne connaissez même pas, tout simplement parce qu'il a mal routé votre appel. Donc, c'est la même chose sur Internet, n'est-ce pas? Et le DNS joue donc ce rôle critique de la traduction, de la translation des noms en adresse IP. Et comme l'avait dit la première intervenante aussi, hein, dans le sens inverse, il fait aussi de l'adresse IP vers le nom de domaine. Par exemple, lorsqu'on doit distribuer les emails, ainsi de suite, les logs, etc., on a besoin aussi du DNS inverse, d'accord? Alors, vu le rôle critique de ce DNS-là, et vu aussi le fait qu'il y a plusieurs acteurs qui doivent rentrer en jeu pour fournir ce service de DNS. Il n'y a pas qu'un seul acteur. Dans le réseau téléphonique, ce n'est pas compliqué. Vous achetez votre carte SIM auprès d'un opérateur et tous vos appels vont aller vers cet opérateur et c'est lui qui va se charger en fait d'analyser le numéro de votre correspondant et de voir vers qui il doit router le trafic ou vers quel autre opérateur il doit router le trafic, etc. Sur Internet, les choses sont un peu plus complexes parce qu'il y a la fonction de routage qui est prise en charge par votre opérateur, donc votre fournisseur d'accès à Internet qui va faire le routage du trafic, mais il y a la fonction DNS qui est complètement différente. C'est vrai que votre opérateur a une partie de la responsabilité, mais le système des noms de domaine est l'un des services qu'on appelle les services distribués de l'Internet. Donc, ça veut dire quoi? Service distribué, ça veut dire qu'il y a plusieurs acteurs et ça veut dire que la fonction ne réside pas à un seul endroit, mais c'est éparpillé. Donc, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs serveurs qui doivent entrer en contact pour que le seul service DNS qu'on appelle juste le service de résolution puisse
se passer. Donc, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs, le fait que le DNS soit un service distribué, le fait que ce soit un service critique, tout ça rend complexe la chose. Et quand vous regardez aussi un peu au niveau des normes, d'accord, des standards, ce n'est pas facile. S'il faut aller lire les documents, il y a près de 300, peut-être même un peu plus maintenant, ça c'était encore en 2021, il y a autour de 300 différents documents qui ont été publiés par l'Internet Engineering Task Force, donc qui est le groupe de spécialistes qui développent les protocoles pour l'Internet. D'accord? Et là, ça fait une montagne, là. Donc, en tant qu'opérateur, est-ce qu'il faut aller lire tous les 300 documents pour comprendre qu'est-ce que moi, je dois faire dans mon rôle en tant qu'opérateur de service DNS? D'accord? C'est complexe. Et si tous les opérateurs de DNS doivent aller lire toute cette documentation avant de se retrouver, ça va être compliqué. D'accord? Donc, on a pensé à Kindness au niveau d'ICANN. Donc, c'est un projet qui a été porté par ICANN, mais qui n'a pas été développé uniquement par ICANN. D'accord? Donc, on a servi de porteur, de facilitateur, mais c'est un produit ou c'est une initiative qui a été conduite par une communauté de personnes que vous pouvez aussi rejoindre au passage. Donc, quand Inès, on va essayer de comprendre ce que c'est et on va essayer de comprendre qu'est-ce que ça apporte. Comme je vous ai expliqué, hein, on résume rapidement, le DNS est un service critique vu le type de service qu'il fournit, la translation de nom en adresse ou d'adresse IP en nom. Le fait que le DNS soit extrêmement distribué fait qu'il y a donc beaucoup d'acteurs et que le service est en vérité éparpillé sur plusieurs réseaux dans le monde entier. Et le fait que la documentation du DNS est aussi extrêmement lourde, on parle de près de 3000 pages de documents techniques. Ce n'est pas facile. Donc, au niveau de quand dans son implémentation de DNS. Donc, une chose est de se reconnaître d'abord comme opérateur qui fournit un service DNS. Donc, sans rentrer dans les détails, j'avais dit, hein, il y a plusieurs types de services DNS. Et donc, il y a plusieurs fournisseurs de services DNS. En fonction de qui vous êtes et votre rôle dans la chaîne, donc, si vous êtes un fournisseur d'accès Internet et que vous fournissez la connexion Internet à des utilisateurs, à des abonnés, à des clients, il y a un rôle de DNS que vous devez faire. On a parlé des noms de domaines tout à l'heure. Il y a aussi des fournisseurs qui doivent fournir un certain nombre de services liés à ces domaines-là. Donc, il faut héberger les domaines. Il faut donc des serveurs pour héberger ces domaines, pour répondre aux requêtes des domaines, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord. Donc, revenons à Kindness. Pour chaque catégorie d'opérateurs de services DNS, donc il a fallu faire ce travail de catégorisation des opérateurs ou des types de services DNS. Et pour chacune de ces catégories, on a identifié ensemble avec la communauté de participants, on a identifié quelles sont les meilleures pratiques, d'accord, qui peuvent être suivies donc par n'importe quel type d'opérateur de service DNS, d'accord, et qui vont, donc ces pratiques-là, qui vont permettre d'assurer une certaine sécurité et une certaine stabilité du service que cet opérateur est en train d'offrir. Donc, plutôt que de naviguer à vue et d'aller lire toute la documentation et de se poser mille et une questions, d'accord, cet opérateur peut venir sur Kindness, regarder quelles sont les pratiques en fonction de sa catégorie et de se dire, est-ce que je respecte ces pratiques ou pas?
Si je la connais, mais je ne sais pas comment le faire, Kindness a aussi la réponse en termes de proposition d'approche, d'accord, pour implémenter ces pratiques-là. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que quand on regarde sur le marché aujourd'hui, il y a plusieurs outils en ligne qui existent pour pouvoir on va dire, pour pouvoir scanner votre infrastructure DNS et vous dire euh, si votre infrastructure est correcte ou pas. Mais ce qu'on a remarqué jusqu'à présent, et c'est même là toute la base si vous voulez, toute la quintessence de l'existence de Kindness, c'est que les principaux outils qui sont utilisés aujourd'hui en termes d'évaluation de la configuration DNS, ils vont vous dire comment votre infrastructure est configurée, quelles sont les failles ou quelles sont les lacunes, si vous voulez, qui sont identifiées, mais ils ne vous disent pas comment il faut résoudre ça. Et si votre équipe n'est pas suffisamment outillée, n'est pas suffisamment, on va dire, mature en termes de compétences, ils ne pourront pas interpréter le rapport que ces outils-là vous présentent. Ici, Kindness ne fait pas que vous suggérer les bonnes pratiques. Kindness vous propose également des moyens pour implémenter ces bonnes pratiques-là. Pour qu'à la fin, vous sachiez quand même que, OK, la façon dont je fais fonctionner mon service DNS, mon infrastructure DNS, vise quand même à assurer une certaine sécurité du service que j'offre. Et donc, on va espérer que normalement, si vous suivez ces recommandations-là, vous n'allez pas tomber dans des situations d'indisponibilité du service, par exemple, qui vont faire que les abonnés vont souffrir parce qu'ils ne pourront pas avoir accès au site web qu'ils recherchent. Parce qu'il faut que le DNS fonctionne avant qu'ils puissent avoir l'adresse IP, qu'ils puissent établir la session HTTP ou HTTPS. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de développeurs ici qui comprennent. En fait, avant de pouvoir même faire la connexion HTTP, il faut que le DNS se soit produit et que le résultat du DNS soit correct. Parce que une chose est que le DNS fonctionne, mais une autre chose est d'avoir un bon résultat du domaine. Ouais. Donc, comment est-ce que je fais en tant qu'opérateur dans toute la chaîne? Et là, c'est aussi un autre élément. Il y a plusieurs acteurs, on en a parlé tantôt. Il n'y a pas qu'un seul acteur qui va régler, qui va fournir la réponse. Il faut contacter plusieurs serveurs DNS pour pouvoir obtenir la réponse. Et si un seul de ces serveurs se comporte mal, bienvenue les dégâts. À la fin, le client ou l'utilisateur sur son téléphone ou sur son ordinateur ne fera que actualiser en espérant qu'il puisse avoir accès aux résultats qu'il cherche. Alors qu'en fait, le problème est quelque part sur un serveur DNS. Vous comprenez? Donc, c'est un peu ce que Kindness vise à faire. Je pense que voilà. Ça se prononce juste Kindness, d'accord, mais il s'écrit Kindns, qui est l'abréviation en fait de Knowledge Sharing and Instantiating Norms for Domain Name System and Naming Security. Donc, je vous ai dit qu'on a catégorisé les opérateurs DNS. Donc, on a en gros 5 catégories, enfin, 2 grandes familles d'opérateurs DNS. Ça, c'est l'architecture du DNS déjà, d'accord? Il y a une famille de serveurs DNS qu'on appelle les resolvers récursifs DNS, d'accord, qui sont généralement chez les fournisseurs d'accès Internet, les ISP, d'accord. Donc, si vous avez un FAI comme Isocell, SBIN, ils sont aussi chez les opérateurs mobiles, hein, que ce soit Move, MTN. Je ne fais pas de publicité à quelqu'un, hein, c'est juste pour vous donner des exemples, d'accord. La deuxième grande famille, c'est ce qu'on appelle les serveurs DNS autoritatifs. Les serveurs autoritatifs, eux, ils sont configurés pour servir des domaines. Donc, quand vous avez un nom de domaine, il y a derrière, en fait, un groupe de serveurs autoritatifs qui vont répondre aux requêtes de ces domaines-là.
D'accord? Et ces serveurs ne sont pas chez les ISP. Ils sont quelque part chez des fournisseurs aussi, chez des hébergeurs. Ils peuvent être dans votre propre infrastructure, ainsi de suite. Donc, si vous avez un domaine, vous avez enregistré un domaine auprès d'un registraire, d'accord? Vous pouvez soit vous-même configurer vos propres serveurs autoritatifs pour votre domaine. Ce n'est pas le registraire qui va vous configurer ça. Bon, il peut vous offrir ce service additionnel, un service à valeur ajoutée. Mais le cas de base, c'est que vous enregistrez votre domaine auprès d'une structure, vous payez, mais c'est vous qui êtes responsable, en fait, de configurer vos serveurs autoritatifs pour votre domaine. D'accord? Donc, c'est ça les deux grandes familles. Mais au niveau de Kindness, on a essayé de casser, si vous voulez, ces familles parce que les pratiques ne sont pas vraiment les mêmes. D'accord? Et il faut aller un peu plus en détail pour pouvoir adapter chaque pratique à chaque profil d'opérateur DNS. Donc, au niveau des serveurs autoritatifs, on s'est dit, il faut découper, enfin, il faut segmenter en deux groupes. Le groupe des domaines de premier niveau et des domaines critiques. On est au Bénin, on sait qu'il y a beaucoup de services qui tournent sous le gouv.bj, par exemple. Le gouv.bj va être vu comme un domaine critique. D'accord? Regardez le site web sur lequel on va pour faire quoi ça s'appelle là, les domaines, les services dématérialisés. Vous voyez, ça, c'est un domaine critique. Si je veux renouveler mon passeport aujourd'hui, il y a une partie du processus qui est en ligne avant maintenant d'avoir le rendez-vous pour pouvoir aller déposer les pièces, etc. Ça, c'est un domaine critique. Vous voyez. Il y a pas mal d'autres domaines qu'on peut identifier comme domaines critiques. Donc, ce groupe-là, avec le domaine de premier niveau comme le point BJ, par exemple, on va les traiter de la même manière. On va dire, attention, c'est des domaines qui sont sensibles. Donc, les bonnes pratiques opérationnelles pour les serveurs autoritaires qui vont répondre à ces domaines doivent être un peu corsées, si vous voulez. D'accord? Et le deuxième groupe de serveurs autoritatifs, c'est les autres, si vous voulez. C'est les autres domaines qui ne sont pas les domaines de premier niveau et qui ne sont pas des domaines critiques. D'accord? Donc, si j'ai enregistré, je dis n'importe quoi, yazid.bj et que je ne fais que du blogging dessus, par moment, ce n'est pas un domaine critique. Ouais. Isoc.bj, bon, si ça tombe en panne, il n'y a pas mort d'homme. D'accord? dnsforum.bj, si ça tombe en panne, bon, en espérant que ce n'est pas pendant la période de préparation du Bénin DNS Forum, il n'y aura pas mort d'homme. D'accord? Donc, c'est un peu ça ce qu'on appelle les second level domain authoritative operators. D'accord? Ils vont opérer des services, des domaines de deuxième niveau ou des domaines qui ne sont pas vraiment critiques. D'accord? Et pour revenir maintenant à la deuxième famille, donc les resolver operators, les resolver DNS, c'est des serveurs qui n'ont pas de zone, ils n'ont pas de domaine. Mais eux, ils sont chargés en fait de collecter les requêtes des utilisateurs, d'accord? Donc, c'est eux qui sont connectés directement aux utilisateurs. Ils vont collecter les requêtes des utilisateurs. Donc, si un utilisateur ou son navigateur www.facebook.com, dnsforum.bj, youtube.com, ainsi de suite, ou bien il fait son gmail.com parce qu'il veut accéder à son mail, etc. Tout ça, le navigateur va envoyer ça vers le resolver récursif de son fournisseur ou bien un autre resolver récursif, ceux que vous connaissez très bien, qui sont publics, qui sont disponibles à n'importe qui, comme le 8888999, ainsi de suite. Vous voyez, donc, même parmi les serveurs, les resolvers récursifs, il y a plusieurs catégories et vous voyez sur la slide là, on a regroupé en 3 catégories. Donc, il y a les resolvers privés qui peuvent être partagés entre plusieurs opérateurs. D'accord, ça arrive. Je connais un opérateur ici, par exemple, qui partage ses resolvers avec un opérateur qui n'est même pas au Bénin. D'accord? Ça se fait. Ça a ses avantages et ses inconvénients. D'accord?
Il y a l'autre catégorie de resolver récursif déployé, enfin configuré par un opérateur uniquement pour ses abonnés. Uniquement. Il ne partage pas ça avec quelqu'un d'autre. Il ne partage pas ça avec un autre opérateur. Et puis, il y a les resolvers récursifs qui sont publics. N'importe qui peut les utiliser. À leur risque et péril, on dit quand c'est gratuit, c'est peut-être vous qui êtes le produit. Donc, attention, attention. On en connaît beaucoup, hein, 9999, 8888, 1111, ainsi de suite, d'accord? Indépendamment de tous ces serveurs, euh, il y a, il y a une dimension à considérer aussi quand on parle de bonnes pratiques opérationnelles pour la disponibilité, la sécurité d'un service. C'est l'infrastructure qui supporte ces serveurs. Ces serveurs tournent sous une infrastructure, donc une infrastructure IP, d'accord? Donc, il y a du routage, il y a du matériel, il y a comment accéder au matériel, ainsi de suite. C'est tout ça qu'on va catégoriser dans hardening the core, d'accord, de core system. Donc, chaque catégorie que vous voyez là a à peu près 6 à 8 pratiques, donc bonnes pratiques, hein, que nous encourageons les opérateurs à adopter, à implémenter, d'accord? Et c'est un peu ce qu'on va essayer de voir brièvement. Donc, le but pour vous, c'est de comprendre en fait déjà l'architecture DNS, c'est de comprendre la catégorisation des services DNS et c'est de comprendre que en temps normal, il est important de pouvoir suivre les bonnes pratiques de déploiement. Et il vous reviendra maintenant comme challenge dans votre hackathon, si j'ai bien compris, de vous assurer que la manière dont vous configurez vos DNS, donc pendant le hackathon, suivent les bonnes pratiques qui sont recommandées par Kindness. Avant de rentrer dans ces bonnes pratiques pour chaque catégorie, je vais m'arrêter et vérifier s'il y a éventuellement des questions ou des incompréhensions. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à activer votre micro et à poser. Je peux y aller. Allô? Je peux y aller. J'avais laissé une question dans le chat. Je veux reposer Ah, ça ici. d'accord. Allez-y directement. OK. Vous avez parlé de résolveurs et vous avez mentionné qu'il y a des résolveurs chez les opérateurs GSM. Et je voulais comprendre, en fait, ces résolveurs servent dans le cadre de fourniture de services Internet ou ça peut servir aussi dans d'autres contextes. C'est vrai que au Bénin, bon, je sais pas, dans d'autres pays, il y a les fournisseurs, enfin, les opérateurs GSM qui fournissent des services Internet. Donc, c'est dans ce cadre qu'ils ont des résolveurs ou bien ça les sert dans d'autres services, en fait. Ah, OK, merci. De façon native, hein, si on ne va pas rentrer dans les complexités, euh, quand vous fournissez un service Internet à, à des abonnés, à des clients, ou quand vous, un utilisateur, vous êtes connecté à Internet, il vous faut un resolver DNS. Enfin, il vous faut au moins un resolver DNS. C'est obligatoire. Sinon, encore une fois, comme je le disais au départ, vous pouvez avoir plusieurs gigabits de connexion. S'il n'y a pas un serveur DNS, un resolver DNS précisément, quelque part dans le réseau, qui est configuré pour répondre à vos requêtes, vous n'allez pas pouvoir ouvrir de page web. Et je pense que quelqu'un l'avait dit, à moins que vous entriez l'adresse IP dans le navigateur, ce que je suis sûr que vous n'allez pas pouvoir faire longtemps. D'accord? Donc, oui, les opérateurs GSM doivent avoir des resolvers DNS, mais comme je le disais, soit ils configurent dans leur propre réseau directement le resolver DNS, ou soit ils s'entendent avec d'autres opérateurs et ils utilisent le resolver de ces autres opérateurs-là. Maintenant, la fonction DNS, le service DNS, c'est pour résoudre des noms en adresse IP. D'accord?
Et oui, pour Internet, c'est nécessaire. Maintenant, ça dépend. Si l'opérateur fournit d'autres types de services qui sont aussi sur des serveurs en interne, par exemple, on va parler d'un intranet, d'accord? Oui, les resolvers seront toujours nécessaires pour résoudre. Parce que c'est quelque part, c'est que vous avez mis une URL et il faut forcément que la machine sur laquelle vous êtes connaisse l'adresse IP du serveur vers lequel cette URL la pointe. D'accord? Donc, si l'opérateur fournit d'autres services à part Internet, mais qui sont des services, par exemple, des services de streaming, vidéo, du gaming, des choses comme ça, oui, il faudra forcément toujours des résolveurs DNS pour résoudre les différentes URL qui seront tapées par les utilisateurs. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va avancer. OK, il n'y en a pas. Donc, pour chaque catégorie d'opérateurs, il y a les bonnes pratiques qui sont donc disponibles. Et encore une fois, j'insiste, ici, on ne parle que des pratiques, ou plutôt, on vous recommande d'implémenter les pratiques, mais on ne vous exige pas comment vous devez les implémenter. La problématique est de comprendre l'objectif de cette meilleure pratique opérationnelle, d'accord? Et de vous demander maintenant de vous poser la question, comment on peut faire ça? D'accord? Il y a souvent 1000 chemins pour aller à Rome, comme on dit, d'accord? Alors, quand Inès se propose quand même, quelque part, on va en parler un peu plus loin, quand Inès se propose quand même de vous faire des suggestions. Oh, pardon, désolé. Voilà. Quand Inès se propose quand même de vous faire des suggestions sur comment vous pourriez implémenter chacune de ces pratiques-là, au cas où vous n'ayez peut-être pas suffisamment d'expertise, d'accord? Peut-être que c'est une équipe jeune, junior que vous avez au sein de votre département IT. Ils n'ont pas encore eu le temps de voir beaucoup de choses. Inès, vous aurez une documentation qui va vous dire comment vous pouvez implémenter chacune de ces pratiques. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule manière d'implémenter cela. Et ça ne veut pas non plus dire que c'est obligatoirement comme ça que vous allez implémenter ça pour que cette pratique soit reconnue, implémentée dans votre infrastructure. Donc, on identifie la pratique, mais on vous laisse le choix de la manière dont vous implémentez cela. C'est-à-dire que si on veut avoir un rendez-vous à Cotonou, peu importe si vous venez en moto ou en voiture ou en taxi ou en gozem, ce n'est pas ça qui est le plus important. Mais c'est que le jour du hackathon, par exemple, on se donne tous rendez-vous à un endroit donné, à une heure donnée. D'accord? Maintenant, si vous voulez venir en gozem, tant mieux. Si vous voulez venir à vélo, tant mieux. Mais chacun de ces moyens de déplacement a ses avantages, ses inconvénients, ses risques, les coûts, par exemple, le temps de trajet. Mais si vous êtes en voiture, vous pourriez être dans un embouteillage, alors que si vous êtes à vélo, vous pouvez contourner, enfin, vous pouvez traverser l'embouteillage. Vous voyez, donc c'est juste une façon de caricaturer. OK? Le plus important ici, c'est de vous approprier les pratiques pour chaque catégorie d'opérateurs et de vous demander maintenant, est-ce qu'on implémente ces pratiques? Si on ne les implémente pas, comment on peut les implémenter? Et de choisir une des manières. Et donc, sans rentrer dans les détails ici, je vous explique brièvement certaines des pratiques. Donc, les serveurs autoritatifs pour les zones de premier niveau ou les zones critiques, comme on les a identifiées, doivent signer leur zone. D'accord? C'est une bonne pratique, c'est une recommandation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous savez que sur Internet, les gens piratent maintenant les domaines. D'accord? Pour des activités malveillantes. On peut vous détourner du site web que vous souhaitez visiter pour vous envoyer vers un site web qui a été photocopié, si vous voulez. D'accord?
Pourquoi? Parce qu'on veut collecter vos noms d'utilisateurs et mots de passe et aller ensuite pirater, hacker votre compte. Donc, comment vous vous protégez et comment vous, en tant qu'utilisateur, vous assurez que vous êtes sur le bon site web? Ce n'est pas le cadenas vert. Le cadenas vert, il ne suffit pas. Malheureusement, en fait, les pirates, ils sont suffisamment intelligents. Ils font sur le site qui a été falsifié, ils vont aussi mettre le cadenas vert exactement comme sur le vrai site web. Mais toujours est-il que vous avez été redirigé vers une fausse destination. Et ça se vit régulièrement. Il y a des attaques qui se conduisent comme ça. Après, vous allez voir que on a piraté votre compte, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelque part, c'est peut-être parce que quelqu'un a réussi à vous envoyer vers un faux facebook.com. Vous avez tapé votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et puis soudain, la page est restée figée. Rien n'a changé. Vous avez actualisé, il n'y a rien eu. Et vous vous dites, mais la connexion, elle est lente, la connexion est partie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est peut-être parce que vous avez été en fait envoyé vers un faux site web Facebook et vous avez mis votre identifiant. Lui, il a récupéré de façon automatisée. Il est allé maintenant se connecter à votre vrai compte sur le vrai Facebook et il a changé votre mot de passe. Et ça arrive hein, sur les banques, les choses comme ça, c'est des choses qui arrivent. Les pirates, ils surveillent, ils regardent un peu qu'est-ce qui est d'intérêt pour eux et puis ils mettent en place tout l'arsenal qu'il faut pour pouvoir piéger les utilisateurs. Mais si vous avez, et là, ce n'est pas vous en tant qu'utilisateur, c'est le responsable du domaine, d'accord, qui doit protéger son domaine en activant ce qu'on appelle DNSSEC. Donc, il doit signer le domaine, d'accord? Une fois que le domaine est signé, on peut vérifier l'authenticité de l'information avant même d'établir la session HTTP, d'accord? Et donc, on recommande que pour les domaines critiques, vu qu'ils sont critiques, il faut les protéger avec DNSSEC. Comment il faut les protéger avec DNSSEC? Ça, c'est complètement une autre histoire. Vous avez plusieurs manières de signer une zone. À vous maintenant de voir quelle est la méthode qui vous intéressera selon votre niveau d'expertise, ainsi de suite. Mais à la fin, le plus important qu'on recherche ici, c'est que le domaine soit signé. D'accord? De la même manière, on va dire, attention, le transfert de zone entre le serveur primaire et les serveurs secondaires, ils doivent être protégés. Ils doivent être limités également. Comment vous les limitez? Est-ce que vous avez mis en place des règles de contrôle d'accès? Est-ce que vous avez mis en place des règles de firewall pour le transfert de zone, ainsi de suite, ainsi de suite? Libre choix à vous. Le transfert de zone, l'intégrité du fichier de zone doit être également suivie, surveillée. Et plusieurs autres pratiques qui sont là, qui visent en fait à assurer la sécurité, la résilience, la disponibilité, la stabilité du DNS. D'accord? Donc, si vous êtes un opérateur de zone de domaine critique, donc si parmi les participants, il y a un administrateur du point BJ, par exemple, ou d'un autre domaine hein, de premier niveau, peut-être d'un autre pays. Un pays ne peut pas avoir deux domaines de premier niveau de code pays, ce n'est pas possible. D'accord? Ou bien, si vous êtes un opérateur ou un administrateur d'une zone critique, donc comme on a dit tout à l'heure, hein, le groupe.bj et pas mal d'autres domaines, présidence.bj, etc., etc., vous devrez aller regarder un peu les pratiques qui sont recommandées ici et vous poser la question de savoir si vous les implémenter ou pas. D'accord? De même, hein, pour les autres catégories, comme on a vu, hein, il y a plusieurs catégories. D'accord? Il y a plusieurs catégories. Je ne vais vraiment pas rentrer dans les détails pour chacun, mais c'est d'aller vous poser la question, quel est le type d'opérateur que je suis? Et ensuite, quelles sont les bonnes pratiques qui sont recommandées pour ma catégorie d'opérateur? D'accord? Et comme je disais aussi, toutes les pratiques sont bien documenté dans la plateforme. Donc, si vous allez sur Tools and Guidelines, le menu Tools and Guidelines, vous descendez dans Guidelines, vous allez voir encore chaque catégorie d'opérateur. Vous cliquez sur l'opérateur concerné et vous allez voir toute une documentation PDF qui est là et qui décrit, qui explique chaque pratique et qui vous donne des cas d'implémentation.
sur Bind, comment vous pourriez, par exemple, implémenter ça. Peut-être si NSD le fait également, comment vous pourriez le faire. Mais c'est juste des tentatives d'approche, de solutions. Ce n'est pas des obligations de les implémenter de cette manière-là. Comme c'est dit, hein, c'est des guidelines, d'accord? C'est des recommandations pour vous accompagner. Mais ça, c'est pour ce qui concerne les pratiques. Vous pouvez faire le self-assessment, d'accord? Le self-assessment qui est ici, qui est en fait un questionnaire que vous allez parcourir et auquel vous allez répondre. Donc, en allant dans le self-assessment, vous allez choisir votre catégorie d'opérateur DNS et il va vous charger le questionnaire lié à votre catégorie. Et en gros, il va vous poser les questions pour chaque pratique qui est attribuée ou qui est reconnue pour votre catégorie d'opérateur. Et si vous le faites, vous allez dire oui. Si vous le faites, vous allez dire, enfin, si vous ne le faites pas, vous allez dire non. Et à la fin du self-assessment, donc du questionnaire, il va vous générer un rapport. Et ce rapport contient deux choses essentiellement. La première chose, il va vous donner en fait une note d'évaluation qui vous situe par rapport à quel point vous suivez les recommandations de votre catégorie selon les réponses au questionnaire que vous avez apporté. Et la deuxième partie, c'est que là où vous n'implémentez pas certaines pratiques, il va maintenant vous proposer des liens vers les guidelines qui correspondent aux pratiques que vous n'implémentez pas. Pourquoi? Parce que c'est là maintenant la valeur ajoutée de tentative de solution. Donc, je ne respecte pas telle pratique, mais je ne sais même pas comment il faut l'implémenter. Vous suivez juste l'URL qui est là et il va vous pointer vers le guideline spécifique lié à cette pratique. D'accord? Et il va vous dire donc comment vous pouvez éventuellement faire. Mais si vous êtes assez mature, vous pourrez aussi voir dans l'industrie, est-ce qu'il y a d'autres moyens de faire, d'autres manières de faire. Et si vous voulez le faire différemment, libre à vous de le faire. Et une fois que vous l'avez fait et que vous avez implémenté toutes les pratiques que vous n'implémentiez pas, vous pouvez revenir maintenant faire le self-assessment à nous. Alors, le self-assessment est anonyme, d'accord? Il n'y a pas, on ne va pas vous... Si vous voulez, vous pouvez dire le nom de votre organisation, mais on ne va pas publier ça. C'est vraiment pour vous et pour vous seul. Vous pouvez télécharger le rapport à la fin, d'accord? Regarder la note, en discuter avec votre équipe et planifier donc l'amélioration des résultats. Et pour ceux qui implémentent déjà toutes les pratiques, donc si vous faites le self-assessment et que vous avez par exemple 100%, donc vous implémentez toutes les pratiques, félicitations. Vous pouvez rejoindre la famille quand ils naissent. D'accord? Vous pouvez rejoindre la famille quand ils naissent en partageant avec nous comment maintenant vous implémentez chacune des pratiques que vous avez reconnues pendant votre self-assessment que vous implémentez. Donc, on va écouter. Donc, vous allez remplir un autre formulaire et vous allez partager avec nous comment vous faites chacune des pratiques. D'accord? Et ça va servir à enrichir la base des guidelines plus tard. Parce qu'on aurait entendu, on aurait collecté de différents opérateurs, différentes approches, différentes pratiques qu'on va réévaluer toutes et retenir les plus pertinentes qu'on va reverser dans les guidelines pour enrichir en fait la base de données des guidelines. Donc, j'en ai déjà parlé, le self-assessment, les rapports, et une fois que vous faites très bien, vous pouvez rejoindre en tant que participant. C'est volontaire, il n'y a pas de frais à payer, il n'y a pas d'obligation, c'est tout à fait volontaire. Et quand vous rejoignez, c'est que vous portez en tant que volontaire ambassadeur à promouvoir également les bonnes pratiques opérationnelles. D'accord? Donc, tout est sur le site et comme je l'avais dit, vous pouvez avoir le rapport du self-assessment à la fin de votre auto-évaluation.
Et puis, de tout ce qu'on a obtenu jusqu'à présent, on a vu un peu quand même que beaucoup ont reconnu qu'ils veulent, par exemple, utiliser le résultat de KNS pour pouvoir convaincre leur entreprise, leur management à investir davantage dans la sécurité de leur infrastructure. D'accord? On a vu également un peu la distribution des opérateurs qui ont pris qui ont effectué le self-assessment. Donc, 28% sont des serveurs autoritatifs, 20% sont des opérateurs de resolver récursifs, 47% sont des opérateurs qui gèrent à la fois des serveurs récursifs, mais en même temps des serveurs autoritatifs, et ainsi de suite. Mais ça, c'est juste des statistiques. Ces statistiques ne sont pas figées, elles changent régulièrement. Ces données-là, d'ailleurs, datent de, je pense, fin septembre, oui, et donc même, mais on a observé que c'est à peu près les mêmes tendances, à peu près les mêmes tendances. C'est juste les chiffres qui diffèrent, puisque au fur et à mesure, il y a plus de personnes qui font le self-assessment. J'en avais déjà parlé, comment on a identifié les bonnes pratiques. C'est d'intenses discussions qui ont été menées sur la mailing list. Vous pouvez aussi rejoindre la mailing list. Il y a des RFC qui existent déjà, qu'on a essayé de résumer. Donc voilà, d'autres sont venus avec leurs propres propositions de pratiques et ça fait l'objet d'intenses discussions. Et c'est important de pouvoir justifier pourquoi vous pensez que ceci devrait être une pratique opérationnelle, une bonne pratique opérationnelle pour cette catégorie d'opérateurs. C'est vraiment important de pouvoir donner des arguments pour justifier cela et écouter aussi les autres participants ou les autres membres de la mailing list, d'apporter, par exemple, leur point de vue. Et ça, il y a eu plusieurs sujets qui ont fait l'objet d'âpres discussions parce que les points de vue n'étaient pas du tout les mêmes. Mais il a fallu à un moment donné avoir un consensus. Et voilà, c'était uniquement sur la base des discussions qu'on a pu obtenir un consensus. Il y a beaucoup d'activités qui sont encore dans le backlog pour Kindness. C'est une initiative qui se veut dynamique. On est actuellement en train de finaliser, par exemple, l'intégration avec Zone Master déjà, parce que pour le moment, comme vous l'aurez certainement su, le questionnaire est manuel. Donc, vous répondez manuellement au questionnaire. On veut essayer d'automatiser une partie du questionnaire, mais on ne pourra pas automatiser tout parce qu'il y a certaines choses qui ne peuvent pas être mesurées de façon automatisée. Il faut forcément que quelqu'un de l'organisation qui connaisse l'infrastructure puisse répondre oui ou non. D'accord? Parce que ça ne peut pas être mesuré sur un serveur. Donc voilà à peu près. Il y a des discussions qui sont encore en mode voilà, ouvert. On n'a pas encore tranché définitivement si ça devrait être des meilleures pratiques ou pas, parce que, bon, un des points de vue, c'est que ça n'affecte pas directement. Euh, Même sans ça, le service tourne. D'autres, par contre, estiment que, attention, c'est important parce que ça permet de protéger l'infrastructure. Et puis voilà, c'est encore sujet à discussion. Donc, dans le cadre de votre hackathon, il s'agira de vous approprier les pratiques que recommande Kindness. Donc, encore une fois, selon la catégorie, je sais que pendant le hackathon, vous déployez des résolveurs récursifs, vous déployez des serveurs autoritatifs, de Racine, donc ça c'est critique, domaine de premier niveau, ainsi de suite. Et il s'agira maintenant de vous assurer que cette fois-ci, vous déployez en intégrant les bonnes pratiques que recommande Kindness, d'accord? Mais c'est pas vraiment des bonnes pratiques que recommande Kindness. C'est les bonnes pratiques de l'industrie, mais que vous pouvez retrouver résumées, en fait, sur Kindness. Plutôt que d'aller lire plusieurs milliers de documents et tout, vous pouvez venir sur Kindness et vous dire, mais OK, pour la racine, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'est-ce qu'il faut que, au-delà de la simple configuration basique qu'on a faite, qu'est-ce qu'il faut qu'on déploie en plus pour la sécurité et pour la résilience de l'infrastructure. Il y a pas mal de documentation que vous allez voir là et que vous pouvez exploiter.
Je pense que c'est sûrement ça le challenge additionnel cette fois-ci par rapport au hackathon. Et bien sûr, je finis avec quelques utilitaires qui sont disponibles en ligne, comme je le disais, et qui fournissent aussi des informations sur la configuration. Donc, Zone Master, par exemple, hein, vous lui fournissez un domaine, il va scanner la configuration du domaine, il va interroger, il va envoyer plusieurs requêtes, etc. Et à la fin, il va vous sortir un rapport. Il va vous dire, attention, j'ai constaté que sur tel serveur, il y a tel problème, sur tel serveur, il y a tel problème. Mais c'est des problèmes uniquement liés à DNS, bien sûr. On ne parle que de DNS ici. Il ne va pas vous dire, j'ai trouvé des failles de password, j'ai trouvé des failles le patch, telle version du patch n'est pas appliquée sur le système d'exploitation. Non, ce n'est pas ça. C'est la configuration DNS. D'accord? Et KNS aussi ne parle que de configuration DNS. Maintenant, n'oubliez pas, j'ai dit, il y a un des volets hardening the core qui comporte aussi des pratiques. D'accord? Donc, comment est-ce que vous sécurisez l'infrastructure à laquelle est connecté votre serveur? Ça aussi, c'est important. Mais Zone Master ne fait pas, par exemple, ce genre enfin, n'aborde pas cet aspect-là. Je pense que c'est tout. Si vous êtes intéressé à suivre, à continuer à suivre Kindness, n'hésitez pas sur ces différents canaux-là, sur Twitter, sur le site web, à rejoindre la mailing list aussi si vous êtes intéressé, et ainsi de suite. Voilà, c'est la fin de la présentation. Je ne sais pas il y a d'autres questions. N'hésitez pas. Je suis encore là quelques instants. Merci. Question? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je vous remercie pour votre présentation. J'avais une question, c'était toujours par rapport au résolveur. Vous Oui, avez dit que en tant qu'utilisateur, chacun a besoin d'au moins un résolveur pour pouvoir aller sur Internet. Mais est-ce qu'il oui. peut y avoir des cas où on requiert l'accès à une page via un nom de domaine et le résolveur en question qu'on utilise n'arrive pas à retrouver ce nom de domaine-là? Et comment ça se passe pour, à la fin, est-ce que ça nous génère juste une erreur et on n'arrive pas à accéder au site sur lequel on veut aller, ou bien il demande, euh, il y a des interconnexions entre d'autres résolveurs peut-être qui sont faits pour pouvoir retrouver le site en question? OK. Merci pour cette question plutôt intéressante. Alors, dans le fonctionnement du DNS, oui, il peut arriver que le gestionnaire du serveur Resolver DNS bloque l'accès à certains domaines. Et on a même des décisions, enfin des pays hein, dans lesquels des décisions de justice peuvent, par exemple, obliger des opérateurs à empêcher l'accès à certains sites web. On dit, par exemple, euh, au nom de la protection de l'enfance, d'accord, un pays peut dire, tous les opérateurs, débrouillez-vous pour que, par exemple, je dis n'importe quoi, que des sites à caractère pornographique ne soient pas du tout accessibles dans votre réseau, d'accord? Que des sites à caractère de violence, d'accord, ne soient pas du tout accessibles. Ce genre de choses, une décision, un tribunal peut sortir, peut prendre une décision et obliger des opérateurs. Et évidemment, un des endroits où les opérateurs peuvent implémenter ce genre de filtrage, c'est le resolver. D'accord? Ils peuvent implémenter peut-être ailleurs, mais le resolver est un des meilleurs endroits pour le faire. Et si vous faites des configurations, vous allez voir que les logiciels de DNS ont dans leur manière de les configurer la capacité, hein, vous pouvez configurer pour qu'ils ne répondent pas à une requête, ou bien que pour une catégorie de domaine, qu'il vous présente plutôt une page, si vous voulez, une page de garde.
D'accord? Vous pouvez configurer le resolver, il dit tout ce qui est à caractère pornographique affiche le site web du fournisseur d'accès à Internet, simplement. D'accord? Ou bien affiche une page web access denied. D'accord? Ou des choses comme ça. Voilà. Ça peut être configuré, ça. Deuxième question. Alors, c'est un peu complexe. Il n'y a pas de réponse directe. Il n'y a pas vraiment à la base hein, de resolvers qui sont interconnectés entre eux. Une fois que vous configurez le resolver, vous le configurez. Maintenant, vous pouvez configurer un resolver pour qu'il soit ce qu'on appelle un forwarder. D'accord? Donc, il peut aller, plutôt que de faire la résolution lui-même, il envoie la requête lui-même à un autre resolver pour que l'autre resolver puisse résoudre ça pour lui. C'est peut-être un resolver fainéant. Euh, mais toujours est-il que si la requête a échoué sur votre resolver et que vous n'avez qu'un seul resolver dans votre configuration, ben, votre système ne pourra pas essayer autre chose. Il ne pourra que utiliser la réponse que votre resolver enfin, qui est configuré, pardon, que le seul resolver qui est configuré dans votre système lui a fourni. Maintenant, si votre système, donc votre téléphone ou votre ordinateur, hein, a deux resolvers qui sont configurés, bon, ça dépend aussi. Les systèmes d'exploitation ont des comportements totalement différents. Il n'y a pas d'exigence, en fait, à ce niveau. Donc, vous allez voir certains navigateurs qui vont essayer à nouveau, en fait, d'initier une nouvelle requête DNS. D'autres qui ne le feront pas. De la même manière, on peut interroger un deuxième resolver récursif. Mais généralement, on essaye le deuxième resolver, enfin, votre système d'exploitation va essayer le deuxième resolver récursif lorsque le premier est injoignable et non lorsqu'il vous a donné une réponse qui ne vous satisfait pas. Donc, voilà, il y a des différences à ce niveau et ça, c'est un vaste sujet, mais je peux résumer ça en ces points-là. J'espère que j'ai pu répondre à votre question. Oui, beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, Yazid? Roméo? Oui. J'ai une toute petite question de curiosité. Déjà, merci pour cette présentation. J'ai toujours du plaisir je prends plaisir à t'écouter parce qu'il y a vraiment de la pédagogie dans ce que tu fais, ce qui justifie d'ailleurs ta fonction à l'UQAM. Merci beaucoup. Merci. Simple question de curiosité, hein, pourquoi kindness, enfin, dans la prononciation, pas kindness, kindness, mais pourquoi Ouais. c'est pour faire allusion à la gentillesse ou expliquer-nous un peu. Voilà. Merci, Président. Ah ouais, très bonne question intéressante. Effectivement, on a eu beaucoup de gens qui ont posé cette question de curiosité. Non, non, c'était un peu on va dire, c'était un peu de la coïncidence quand on formulait le nom. Mais effectivement, on voulait quelque chose qui reflète voilà, être un opérateur DNS gentil, être un opérateur DNS correct, si vous voulez, d'accord? Et on a voulu essayer de lier, voilà, correct à gentil. Voilà, c'était un peu ça. Et kind, en anglais, bien sûr, un kind, K-I-N-D, c'est, voilà, être gentil, être correct. Et puis, bon, on a lié kind avec DNS, et puis, voilà un peu l'histoire. Ok, super, super, merci. Merci. Donc, on considère que si vous implémentez les bonnes pratiques, c'est que vous êtes un opérateur DNS correct ou gentil et que vous fournissez un service fiable, d'accord, à votre communauté. Voilà. D'autres questions? Allô? Allô? Bonjour. 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 Oui, c'est Gédil.
C'est une question qui a Bonjour. été posée dans le chat. Ah, ok. Oh, malheureusement, je n'ai plus accès au chat Ah, là. ok. Oui. Je vais poser ça. Donc, Ouais, ouais, tu peux m'aider. ok. Comment devenir ambassadeur kind- kindness? Voilà, kindness, voilà. Ah, ok. C'est vrai qu'on n'a pas encore finalisé complètement le volet d'ambassadeur, un peu comme... Bon, et ça au passage. Kindness se veut aussi être, si vous voulez, l'équivalent de Manners pour le DNS. Donc, Manners, c'est Mutual Agreed Norms for Routing Security. Donc, c'est une initiative qui a été portée longtemps par ISOC et qui vise en fait à promouvoir les bonnes pratiques pour la sécurité du routage sur Internet. Pourquoi? Parce que aussi, à un moment donné, on a vu beaucoup d'activités illicites, illégales, d'accord, sur le routage. Donc, des gens qui déroutent le trafic de tout un opérateur, d'accord, ou qui vont perturber le trafic de tout un opérateur. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, il y a des bonnes pratiques techniques et opérationnelles pour sécuriser le routage. Et donc, tout ça a été mis ensemble dans la framework Manners, OK, qui a été porté longtemps par ISO. Et donc, c'est la même chose qu'on voulait ici. Et comme pour Manners également, il y a le volet ambassadeur. Donc, c'est un programme avec plusieurs aspects. Je sais que certains parmi vous ont, je pense, bénéficié déjà du programme Manners Ambassador. Pour le moment, on n'a pas encore atteint ce niveau pour Kindness, parce que Kindness a été lancé juste il y a un an, septembre 2022. D'accord? Donc, on est encore dans la phase, si vous voulez, la phase, je ne vais pas dire 0 ou 1. En tout cas, c'est lancé officiellement, c'est fonctionnel. Et comme je vous l'avais dit dans l'un des slides, il y a encore beaucoup d'aspects qu'on est en train de finaliser. Et j'espère que très, très bientôt, le volet ambassadeur également, avec tout un programme autour de ça, va être lancé, je l'espère bien. Est-ce qu'il y a une Merci autre... pour la réponse. Oui, une Merci. autre question, c'est par rapport à la présentation. Est-ce que Oui. vous pourriez nous faire la présentation? Oh oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Je vais partager à Ok. Malik et puis Malik va partager à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, ce sont les questions qui ont été posées dans le chat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Autre question? Oui, non? Est-ce que Malik est là? Bon, je vais prendre la modération Ah, en attendant d'accord. qu'il ne revienne. Oui. D'accord. Donc, apparemment, je vois que tout est compris hein, chez la plupart des participants. Ah, ben, c'est intéressant. Donc, je veux bien déjà croire que le prochain hackathon sera un enfin, le résultat du prochain hackathon sera non seulement une infrastructure DNS de bout en bout comme on la faisait par les précédentes éditions, mais que cette fois-ci, ce sera une infrastructure DNS qui implémente également les recommandations opérationnelles de KNS. Donc, quelque chose qui pourrait être intéressant, hein, c'est de développer en fait votre infrastructure de bout en bout, tout en vous assurant que les pratiques promues par KNS sont implémentées et qu'à la fin, que vous puissiez, par exemple, faire une auto-évaluation, un self-assessment pour le hackathon, en utilisant bien sûr le self-assessment de kindness.org. Au passage, je vous invite, pour ceux qui sont aussi des administrateurs qui gèrent des domaines ou qui gèrent plus largement des services DNS. Donc, si vous êtes chez un fournisseur d'accès Internet et que vous avez, par exemple, des résolveurs récursifs,
allez faire le self-assessment en sélectionnant la catégorie de résolveur récursif que vous êtes. Si votre résolveur récursif est uniquement utilisé par vous en tant qu'opérateur pour vos abonnés uniquement, vous choisissez donc la catégorie private resolver. Si vous utilisez le resolver récursif d'un autre opérateur, donc vous allez choisir la catégorie Shared Private Resolver. Et enfin, si vous utilisez plutôt un des resolvers publics, non, pardon, pas si vous utilisez un des resolvers publics. Si vous êtes un opérateur de resolver public, d'accord? Si vous êtes un opérateur de resolver public, c'est-à-dire que vous avez toute une infrastructure de resolver qui fournissent à tout un public donné, indépendamment de leur position géographique, indépendamment du fait qu'ils soient utilisateurs venant d'un réseau X ou d'un réseau Y, il y a aussi les pratiques pour ce type d'infrastructure-là. Je vois une main levée. Hervé. Bonjour Président, Hervé. Oui, bonjour, bonjour. Vous m'entendez? 565. Ok. Bon, euh, je vois que mes frères et mes sœurs en ligne, donc bonjour à tous. Merci Yazid pour la présentation. Ce que je voulais demander à Yazid, mais ça dépendra de ton agenda. Je pense que c'est une Oui. présentation que moi, en tant que président de l'ESOC, je vais te demander de la replanifier et on va changer peut-être un peu la cible en invitant OK. les fournisseurs d'accès avec du Bénin. Oui. C'est un truc que tu me diras par rapport, donc on va te recontacter par rapport à ton agenda, tu vois. OK. Voilà. Oui. Donc, parce que je trouve que c'est intéressant et le public n'a pas été assez, comment on va dire, fourni par rapport à Oui. l'intérêt du sujet. Voilà. OK. Merci, Merci. Président. Euh, Merci, Président. Non, non, tu évoques un point assez intéressant qui est pertinent. On avait déjà par le passé, dans le cadre de la stratégie de promotion de Kindness, effectivement fait des webinaires qui sont ciblés aux opérateurs, aux fournisseurs d'accès et tout ça, de façon régionale. Et il revient effectivement à chaque communauté qui est intéressée à aussi voir ses opérateurs s'approprier un tel outil, de pouvoir entrer en contact avec nous. Et puis, c'est toujours avec plaisir qu'on peut organiser cela. Je pense que, en fait, dans le cadre du hackathon de cette année, le challenge était de s'assurer qu'ils ne connectent pas juste les Raspberry, ils configurent juste et puis le service répond et c'est terminé. Je pense que c'était un peu ça le challenge, c'était de s'assurer que en plus de la configuration de base des services sur l'infrastructure du hackathon, ils s'assurent aussi qu'ils comprennent que, en fait, dit DNS, c'est pas juste de configurer le serveur et qu'il répond aux requêtes et puis c'est terminé. Il y a un certain nombre de réalités à aussi prendre en compte pour la sécurité et la stabilité de l'infrastructure. Oui, oui. Ok. Oui, j'avais une deuxième question. Est-ce que Oui, en plus de la présentation, oui. est-ce que toi ou bien ICANN, vous avez un environnement j'ai envie de dire de démo, c'est-à-dire que il y a une config qui est déjà quelque part sur un truc, vous lancez les étapes et éventuellement, il n'y a pas toutes les erreurs, mais vous avez fait exprès de laisser certaines erreurs et de montrer éventuellement aux gens comment, si vous tombez sur tel type d'erreur, voici éventuellement ce que vous pouvez faire pour corriger. C'est-à-dire un truc, en plus de la présentation, un atelier pratique avec des exemples. OK. Merci. 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 Question intéressante aussi. Alors, c'est vrai qu'on a dans le cadre du travail, on a des sessions pratiques de formation au cours desquelles on aborde, entre autres, ce genre de configuration biaisée
Euh, je sortais par exemple hier d'une formation de 4 jours ici à Cotonou même avec une équipe de différents administrateurs DNS travaillant dans différentes structures. Et oui, on a abordé ces questions-là. Donc, on a simulé des cas concrets, on a vu comment est-ce que le système se comporte et on a vu ensemble comment réagir, comment commencer même la procédure d'investigation pour la résolution technique du problème. Après, on n'a pas encore réussi parce que ce genre d'infrastructure, il faut la mettre en ligne, il faut l'héberger quelque part, il faut payer pour ça. Ce que nous on fait pour le moment, c'est que dans le cadre donc, de nos formations pratiques, on déploie temporairement une infrastructure avec des machines virtuelles en ligne. Et puis, voilà, on fait la formation entre autres, on touche ce genre d'aspect de faire des simulations, mais pas profondément. Je comprends un peu le sens de la question. Nous, on ne va pas certainement jusqu'à ce niveau-là parce que aussi l'objectif de la formation en général, c'est de mieux s'approprier la compréhension de toute la théorie derrière et bien sûr de pratiquer. Faire des troubleshooting pour les investigations, ça aussi, on a déjà eu à faire 2 fois, ça dépend. Parce que ça, c'est que ça nécessite que la cible soit déjà une cible assez mature en termes de compétences théoriques autour du DNS. Et là, on va directement dans le vif du sujet en termes d'investigation. Donc ça, on a fait juste 1 ou 2 fois déjà par le passé. Par exemple, en université, je me souviens avoir fait ça 1 fois. C'était plutôt intéressant. Même pour quand Inès aussi, il y a eu un hackathon avec le Congo, par exemple. Ils se sont débrouillés suffisamment de façon intéressante. Donc oui, on a ce genre de cas spéciaux et ça peut être envisagé également de faire des préconfigurations biaisées et de faire relever des défis. Voilà. Ok, merci, merci Yazid. Merci, Hervé. Merci, Jediel. Merci, Président. Oui, merci beaucoup. Et merci beaucoup, Monsieur Yazid, pour les différentes explications que vous avez données. Merci. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, notre formateur d'aujourd'hui. Vas-y, juste pour savoir si je ne sais pas comment ça se passe avec Malik, mais si éventuellement tu auras du temps, soit en présentiel ou en distanciel, pour la journée du DNS Satan cette année. Je pense que c'est prévu pour 7 décembre, c'est bien ça, hein, j'ai dit. Le 7, oui. Le 7 décembre, exactement. Merci, Roméo. C'est vrai que c'est une question qui a déjà été abordée aussi bien avec Malik qu'avec Rose. Euh, on avait malheureusement déjà à l'époque une contrainte à mon niveau. Je suis déjà booké pour la période. Mais je pense qu'avec Malik, en début de semaine, il semble qu'on a une petite option qui me permettra quand même peut-être d'être disponible 2 ou 3 heures. Heureusement, comment on dit ça? Euh, le time zone dans lequel je serai me permettra quand même d'avoir fini déjà mon activité. Je serai déjà en soirée et je vais essayer de voir comment consacrer 2 ou 3 heures pour me connecter au hackathon. Merci, merci, Si Aziz. je ne suis pas, si je ne suis pas déjà complètement fatigué par les activités de l'autre côté. On verra bien comment on va gérer ça quand même. On va t'envoyer des vitamines. Merci, merci. Ok. Merci beaucoup. Juste un petit rappel, c'est de remplir aux participants, c'est de remplir le formulaire, puisque ça ferait partie des prérequis pour la sélection lors du DNS Atom. Donc, n'oubliez pas de remplir ce formulaire.
il serait désactivé au cours de la journée. Donc, veuillez le faire tout juste après, ça va quitter la session. Merci. Gédiel, Gédiel, Oui, avant de oui. partir, là, faut pas oublier, demande aux gens de mettre la caméra pour faire photo d'écran. Ah, ok. Si, si, Ok. si, si les Si gens c'est ne sont possible, pas, ok, pas de... voilà, ça permet de faire un bon rapport. Ok. Donc, on va essayer de faire une vue d'ensemble. On va démarrer la caméra pour faire une vue d'ensemble. Ce qui est drôle, j'ai porté le t-shirt du fameux hackathon dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, vous verrez Ikan et Kines. Ça, c'était un hackathon qui avait eu lieu en avril dernier, je pense. Oui. Et ça, c'était au Congo, avec beaucoup de jeunes étudiants pour la plupart, ou voilà, finissants aussi. Et c'était vraiment intéressant de voir comment ils redécouvraient le DNS sous d'autres aspects. Euh, et puis, ça leur a permis de comprendre également que derrière DNS, il y a plusieurs. Au passage, il y a du business qui peut également se faire. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire à aussi véhiculer, surtout pour les jeunes qui sortent d'université. Vous pouvez monter ce genre d'infrastructure et commencer par collecter 5 000 pour l'hébergement de domaines, hein. Et ça fonctionnera très, très bien. Et ça fonctionnera très bien. Intéressant. Merci beaucoup pour ces différents conseils. Merci. Ok, un instant. On attend une minute pour que le reste puisse activer sa caméra. S'il vous plaît, certains ont du mal à trouver la touche caméra, s'il vous plaît. Faut qu'on aille vite. Ouais, peut-être qu'il faut que j'aille. Je sais pas. Ça va aider. OK. Ok. Bon, on va citer les Euh, noms, hein. On va dénoncer les gens, hein. oui, Amos, on t'attend. Déoda, on vous attend. Allez-y, ça va prendre 30 secondes. Elias, Ok, Camille, j'ai ça vu vient. Camille, Camille Andil. Bossa. Voilà, Andil est là. Déoda n'est pas encore là. Marie-Lise. Et ça va prendre quelques secondes. Madame Ouensou, Monsieur Ouensou, je sais pas. Monsieur Hervé, moi, je ne pourrais pas activer ma caméra. Je suis hospitalisée à l'instant là. Donc, Ok. Pas de Oh, problème, pas de problème. désolé. Merci. Prompt Isha, rétablissement. Isha, c'est ça? Isha. Euh, oui, il ne reste que deux personnes, hein. Et tiens-toi bien prêt, hein, je dis. Il ne faut pas que ça dure longtemps après, hein. oui, pas de souci. Il nous reste Amos, Pas il de nous souci. reste Sebosa, Isha, je ne sais pas qui c'est TP, mais bon. Il nous reste trois personnes. Elias, allez, Elias, on t'attend. Camille, c'est Bossa, c'est Camille Bossa, hein? Ah, Oui, peut-être, c'est oui. quand même... Oui, Ah, ok. Euh, S'il vous plaît, C'est bon? il nous reste trois personnes. bon, Camille Et, n'a pas et, de caméra, c'est pas et grave. Isha. Bon, écoute, vas-y, j'ai dit, c'est bon, il reste trois personnes. On peut y aller. Ok. Super. Un instant, donnez-moi un instant. Faut sourire ou pas? Souriez, hein? Super. Je prends une seconde photo. Tu prends trop de temps parce que moi, chez moi, le soleil, il part trop vite. Et pas trop vite, il n'y a pas de souci. Ça serait terminé maintenant. Un instant. Et voilà. Je vais prendre la seconde page aussi. Ah oui, il y avait plusieurs pages. Ok. Ok, merci. Merci, Président Hervé, pour le soutien. Euh, la communauté, elle est unique, tu sais. C'est la terre de tous. Et surtout, Ok. ceux qui Voilà. sont là, profitez surtout de Yazid, en fait. On ne le voit pas tout le temps. On n'a pas Yazid tout le temps avec nous. Et je le reprécise, en fait, à une activité dernièrement, le VP, Pierre Dantino, disait que son bureau, en fait, c'est dans les avions.
Je pense que c'est pareil pour Yazid. Donc, si vous avez Yazid avec vous, posez-lui toutes les questions que vous avez en fait. Merci à Yazid pour la disponibilité surtout de nous accompagner sur cette activité et d'être au service de l'écosystème. De sa Merci. position, il aurait pu se contenter voilà, de tout ce qu'il fait, mais il se rend quand même disponible pour nous aider, pour aider les jeunes frères qui sont derrière, pour leur donner des directives. Je pense que c'est assez louable. Merci beaucoup à toi, Yazid. Et merci à tous les autres qui ont été avec nous, qui nous ont soutenus. Je vois Hervé, Rose, qui sont pas qui vont pas participer au dernier Satan, mais qui sont restés du début jusqu'à la fin. Et voilà, ça prouve quand même l'envie d'apprendre également de Kind DNS. Nous sommes des gentils aussi. Merci à tous. Merci à Malik et Jediel et Jedida qui sont en train de faire un travail formidable au niveau de l'organisation. Sur ce, s'il y a plus, Yazid, si tu n'as plus rien à ajouter, je pense que bon. Bon, peut-être un dernier ajout, c'est de ne pas seulement regarder la dimension configuration, mais c'est de se demander quelle est l'opportunité ou quelles sont les opportunités possibles, d'accord, à travers en fait tous ces éléments-là. Je pense que c'est surtout ça qui est important à retenir. Opportunité en termes de connaissances, opportunité en termes de positionnement dans l'écosystème. Et quand je parle de positionnement dans l'écosystème, ce n'est pas seulement local, mais même au niveau régional et international. Vous n'avez pas idée de toutes les possibilités qui existent. Il faut juste en fait être structuré, il faut être organisé, il faut être rigoureux, il faut être discipliné. Je pense que c'est ça les éléments importants. Chacune de ces petites choses que vous faites, vous avez peut-être l'impression que c'est tout petit, mais non, attention, c'est vraiment beaucoup. Et il faut être discipliné pour pouvoir donc essayer de pouvoir aller aussi se challenger vers je vais dire d'autres communautés. Exposer également ce qu'on fait, ça aussi c'est nécessaire et je nous exhorte à cela. Et bien sûr, la dernière opportunité, j'en avais parlé tantôt. Comment est-ce que je fais moi-même un business? Comment est-ce que je monte moi-même ma petite structure avec ces choses-là? Je pense que ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle on devrait insister énormément. Merci beaucoup et puis bonne préparation du hackathon. Merci Yazid. Jediel, c'est bon? C'est vous qui avez convoqué Oui, la c'est bon, réunion. c'est Je tout. vous laisse clôturer. Oui, c'est tout. Merci encore, Monsieur Yazid. Merci. Merci beaucoup. Et merci à tous pour votre participation. OK, ciao.